Merci Colombe Brossel, merci beaucoup de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes élu de Paris, membre du groupe socialiste et vous avez publié hier votre rapport sur les familles monoparentales. On va longuement y revenir, mais d'abord quelques mots de l'actualité. Bruno Le Maire a donc reçu hier les parlementaires à Bercy pour trouver des pistes d'économie après le dérapage du déficit, et ce, sans augmenter les impôts, a-t-il redit. Est-ce que c'est possible ? Franchement, on a eu l'occasion de le dire avec le groupe socialiste. D'abord, faire semblant de découvrir fin mars des sujets que tout le monde avait posés sur la table et de découvrir que, oui, les prévisions de croissance ne sont pas celles qui avaient été artificiellement posées par le gouvernement. C'est à la limite de l'insincérité. Et puis, ne pas se poser et refuser de se poser la question de la taxation des super-profits, des profits et des impôts, c'est se priver d'un levier qui permettrait de rétablir l'équilibre des comptes publics. Alors oui, c'est plus simple de taper sur les plus faibles et d'aller vers la énième réforme de l'assurance chômage. Gabriel Attal a dit qu'il n'y avait pas de dogme sur les super-profits. Il va y venir, selon vous ? C'est de la communication à ce stade. Maintenant, il faut des actes. Bruno Le Maire, il y a 3 ans, expliquait quand même très sereinement qu'il ne pouvait pas taxer les super-profits car il ne savait pas ce qu'étaient des super-profits. Écoutez, il n'y a que lui qui ne le sait pas. Gabriel Attal, est-ce qu'il a raison de maintenir le cap des 3% en 2027 ou est-ce qu'il faut renoncer à cette trajectoire ? Mais là aussi, il faut sortir de ce dogme. On ne peut pas, d'un côté, dire qu'il faut, par exemple, une transition écologique d'envergure et d'ampleur parce que le monde est en train de changer et que nous devons avancer sur le chemin de l'adaptation. Sinon, on parlait agriculture il y a quelques secondes dans le reportage, il va falloir accompagner tous les secteurs de l'activité économique de notre pays sur le chemin de la transformation. Il va falloir rénover les bâtiments et les logements et on ne peut pas dire ça et se donner les moyens de le faire si on reste enfermé dans ce dogme budgétaire et si en plus on se rajoute le deuxième étage du dogme qui est de dire surtout pas d'augmentation d'impôts, ça ne marche pas. On va parler d'un autre sujet, puisque vous étiez venu nous en parler la dernière fois. Vous aviez auditionné Judith Godrèche. Judith Godrèche qui vous avait demandé la création d'une commission d'enquête. On a appris que le Sénat avait refusé la création de cette commission d'enquête. Est-ce que vous, sur les violences sexuelles dans le milieu du cinéma, sexiste et sexuel, est-ce que vous comprenez cette décision du Sénat ? Alors, la proposition a été faite et formalisée par le groupe socialiste, mais je crois que de nombreux élus de tout bord politique avaient de fait formalisé et souhaité pouvoir répondre à l'interpellation extrêmement forte de Judith Godrèche au Sénat. La réponse qui a été faite par le président du Sénat, elle est plus administrative que politique au sens de politique publique. Elle est de dire que nous avons déjà beaucoup de commissions d'enquête qui sont en cours au Sénat et qu'il ne peut pas non plus surcharger de travail les administrateurs. C'est une réalité, je l'entends. Mais je regrette et nous regrettons avec les élus de mon groupe que cette interpellation si forte de Judith Godrèche n'ait pas été entendue, n'ait pas pu aboutir. Et si on regarde la revue de presse depuis que Judith Godrèche est venue au Sénat, honnêtement, les sujets existent de violence, d'emprise, de pédocriminalité, de mise en danger des enfants dans le spectacle vivant au sens large. Et je regrette vraiment qu'on n'ait pas trouvé les moyens de traiter ce sujet au niveau du Sénat. Alors, vous allez en chercher d'autres de moyens ? Alors, le président de la commission culture, éducation, communication nous a assuré que nous organiserions des tables rondes, des moments d'échange, mais vous voyez bien que ça n'est pas exactement la réponse à l'interpellation et à la question posée. On va parler de votre rapport, puisqu'il est sorti hier, votre rapport sur les familles monoparentales. Ça concerne une famille sur 4. Comment changer le regard de la société sur les parents solos ? Comment mieux les accompagner ? Vous avez travaillé là-dessus et Cécile Sixou, notre journaliste, a suivi vos travaux. Son reportage « Parents solos, des familles oubliées » est à voir demain sur notre antenne. Elle nous rejoint pour en parler. Bonjour Cécile. Bonjour. Cécile, vous avez donc suivi la mission d'information sur les familles monoparentales. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par famille monoparentale ? Alors, je vais redonner un chiffre que vous venez de donner, Oriane, un taux, donc c'est 25%. Aujourd'hui, c'est ce que représentent les familles monoparentales, c'est une famille sur 4.
Donc si elles sont si nombreuses, c'est parce que ces dernières années, on se sépare plus facilement, grâce notamment à la loi sur le divorce par consentement mutuel qui a été votée en 1975. Donc aujourd'hui, les familles monoparentales, on devient famille monoparentale en fait après une séparation, c'est le cas principal, mais c'est aussi suite au décès d'un conjoint ou encore parfois par choix, avec notamment l'ouverture de la PMA pour toutes, qui a permis à beaucoup de femmes en fait de devenir maman seule. Donc on est considéré parent solo quand on a la charge principale des enfants, et souvent ce parent qui a la charge principale, ce sont les mamans à 80%. Et l'autre particularité, c'est qu'elles sont plus précaires, plus pauvres que les autres. Près de 40% de ces familles sont en dessous du seuil de pauvreté, contre 15% pour les familles où il y a 2 parents. Donc dans le documentaire, on a suivi Adeline. Elle est devenue maman solo après une séparation. Elle a fui un mari qui était violent. Elle s'est retrouvée sans rien avec ses 2 filles. Et elle raconte. C'est le plongeon dans les abîmes financiers. Du jour au lendemain, je peux être noyée par les pannes de voiture, par les procédures judiciaires que j'ai pas demandées, hein, les hospitalisations, les frais médicaux, enfin les dépassements d'honoraires. Une avalanche de factures où en fait vous en êtes au point où la banque vous dit « Stop, on arrête tout !» Être submergé par les factures, ça fait partie des charges. Au-delà de la charge mentale, la charge financière, la charge d'assumer les 2 rôles de parents. On est toujours sur Moi, j'associe vraiment les 2 termes, famille monoparentale avec charge. Hein. Ça va de pair, hein, pour moi. Voilà, pour ce témoignage poignant, on voit ce trop-plein. On la voit même au début de votre reportage, Cécile, crier dans un coussin la nuit pour évacuer cette colère, cette charge et ce trop-plein. Est-ce que durant vos travaux, on vous a souvent parlé de ce genre de témoignage? Vous avez rencontré beaucoup ce type de profil? Alors, dans la mission qu'on a conduite avec Béatrice Gosselin, sénatrice de la Manche, et Dominique Vérien, qui est la présidente de la délégation, on a auditionné à peu près 25 chercheurs, institutions et collectifs ou associations de parents isolés et plutôt de mamans solo. C'était plutôt des femmes que nous avons rencontrées. Et les mots qui sont revenus le plus souvent, c'était d'abord stigmatisation. Ce qui nous a vraiment étonnés, on est en 2024, c'est une famille sur 4, ça veut dire que c'est dans notre quotidien. Et le sentiment principal, c'est la stigmatisation. C'est le mot isolement. Et c'est en effet le mot charge, le fait de tout assumer. Et donc c'est à ça qu'on a essayé de répondre par ce rapport et ces propositions, parce que le témoignage qu'on vient d'entendre, il fait écho à tous les témoignages qu'on a entendus. Ce qui est intéressant aussi dans le reportage de Cécile, c'est que vous montrez, Cécile, 2 profils. C'est-à-dire il y a une maman solo qui a choisi d'être maman solo, c'est son choix. Et puis on a entendu cette personne qui le subit, elle a quitté un mari violent. Il n'y a pas un type de famille monoparentale? Non, c'est beaucoup de situations très diverses, et vous le disiez, hein, on peut avoir perdu son conjoint, on peut s'en être séparé, on peut avoir choisi d'être parent solo. Mais par contre, je reviens quand même sur une caractéristique pour ces femmes, parce qu'on parle principalement de femmes, c'est le risque de précarité ou de précarisation et le cumul de difficultés. Et donc c'est plein de situations différentes, mais finalement des caractéristiques communes. Et justement, on va en parler, Cécile. Pourquoi ces familles sont-elles plus précaires ? Alors, la précarité de ces familles, elle est d'abord liée au fait qu'il n'y a qu'un seul revenu en fait, dans le ménage, forcément, mais aussi que ces mamans solo, elles sont obligées de faire des concessions au niveau du travail de leur carrière, car elles doivent gérer plus que les autres leurs enfants, concrètement sur la garde notamment des enfants. Quand on est 2 parents, il y a l'autre qui peut prendre le relais. Et là, en l'occurrence, comment est-ce qu'on fait quand on est tout seul? On est obligé en fait de garder ses enfants. Quand son enfant est malade, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on dit à son employeur? Parce que quand ils sont petits, ils sont souvent malades, donc il faut souvent être arrêté, etc. C'est compliqué. Donc ces femmes, elles sont souvent pénalisées. Elles font des choix de travail qui vont leur permettre de s'adapter à ces contraintes. Donc souvent des choix de travail
moins rémunérateurs, j'ai envie de dire. Et si elles sont plus pauvres, c'est aussi parce que souvent, quand elles se séparent, l'autre parent, souvent le père, ne verse pas la pension alimentaire. 40% à peu près des pensions alimentaires ne sont pas payées. Du coup, alors le gouvernement a quand même pris en compte ça et a rectifié le tir et il a fait une loi. Et depuis le 1er janvier 2023, les caisses d'allocation familiale ont mis en place un dispositif d'intermédiation financière. Donc dès qu'une pension alimentaire n'est pas versée, les agents de la CAF vont aller chercher l'argent auprès du parent qui ne paye pas pour le reverser auprès du parent qui doit recevoir cette pension. Alors nous, on est allé dans la CAF des Yvelines en fait voir comment ça se passait. Je vous propose de regarder un extrait. Il s'agit de la pension alimentaire que le père de mes enfants doit me verser. Oui. Je ne sais pas si vous avez le temps de reprendre mon dossier. Alors oui, j'ai votre dossier. Donc vous aviez, donc monsieur, vous devez une pension alimentaire. On avait une procédure de recouvrement qui a pris fin en septembre 2023. Nous, on vous a versé la pension alimentaire du mois de décembre. Voilà, que vous avez réussi de ce fait à récupérer là. Oui, suite à un virement. Voilà, c'était un virement qui a été fait par monsieur, qu'on a reçu et qu'on vous a reversé en date du 30 décembre. Moi, de toute façon, là, je vais vous verser janvier et février. Donc déjà, vous aurez vos pensions alimentaires de janvier et février. Et on va mettre en place le prélèvement à partir du mois de mars. Comme ça, on n'aura plus de problème de non-versement de la pension alimentaire. Ok, super. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée et à lundi. Les parents ont encore une fonction parentale à exercer ensemble, même s'ils sont séparés. Donc il vaut mieux qu'ils se parlent d'éducation des enfants que de sujets financiers qui sont parfois un petit peu douloureux et qui parfois génèrent aussi de la tension et parfois aussi de la violence. Et donc dans ces cas-là, un service public se met entre les deux sur ces sujets financiers, neutralise ce sujet, banalise ce sujet. Et le pari et le défi de cette réforme, c'est que progressivement, ça diminue les impayés de pension. Alors, pour ceux qui n'ont pas de pension, il existe en fait une aide qui prend le relais d'environ 190 €. Ça s'appelle l'allocation de soutien familial. Madame Rossel, 190 €, est-ce que c'est suffisant pour ces familles monoparentales ? Finalement, la réponse à votre question, c'est ce que vous disiez en introduction. C'est-à-dire qu'on est dans un pays dans lequel il y a des politiques publiques de soutien aux familles monoparentales. On a vraiment la chance que ça existe. Mais ces politiques publiques, elles loupent leur objectif d'arriver à éviter la précarité ou le cumul des difficultés. Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'on a travaillé. Vous posez la question du montant de l'allocation de soutien familial qui vient prendre le relais quand le père n'a pas les moyens ou a disparu ou est décédé. Et donc, il y a ce soutien public pour une sorte de pension minimale pour accompagner les enfants. Mais on a des phénomènes de distorsion qui vont faire que certaines femmes, lorsqu'elles vont arriver enfin à percevoir la pension alimentaire, elles vont perdre en revenus. Là, on fait des propositions dans le rapport pour éviter d'espèces de double peine pour des femmes qui sont dans la difficulté, arrivent à faire valoir leurs droits et finissent par perdre du revenu à la fin parce qu'elles vont perdre leur allocation logement ou des allocations familiales. Mais de l'autre côté, le montant moyen de pension alimentaire dans notre pays, il est de 190 € par mois et par enfant. Quand on regarde, pardon, le mot est horrible, le coût d'éducation d'un enfant, on est plutôt à entre 200 et 750 € en moyenne par enfant et par mois. Il y a un gap. Et donc, on a un vrai sentiment, et je parlais de stigmatisation tout à l'heure, on a un vrai sentiment d'injustice de la part des familles monoparentales et notamment, principalement des femmes. Si vous allez sur Internet et que vous regardez combien vous allez pouvoir percevoir de pension alimentaire quand vous vous séparez, on vous demande le revenu du parent non gardien, le nombre d'enfants et le mode de garde. Et à aucun moment, on vous demande à vous quel est votre revenu, vous qui allez continuer à assumer la charge principale des enfants. Et donc, il faut vraiment rétablir de l'égalité pour que les politiques publiques, elles arrivent enfin à éviter la précarité, la précarisation des familles monoparentales. Sur les pensions alimentaires pas payées, puisque ça concerne entre 30 et 40% des cas, il faut le prélèvement à la source, du coup ? Alors, la nouvelle agence d'intermédiation qui a été mise en œuvre il y a une année. Le projet date de 2016. C'est quand même un temps de gestation assez long en termes de politique publique. Bon, elle existe, elle vient de se mettre en œuvre.
pour les 200 000 personnes qui ont pu bénéficier de cette agence d'intermédiation, c'est une bonne chose. On a entendu beaucoup de femmes qui nous ont dit « Moi, j'ai pas voulu partir sur une bagarre sur la pension alimentaire. C'était déjà suffisamment compliqué. Je voulais pas réactiver les conflits. J'ai préféré ne rien demander et tant pis si je ne reçois pas de pension alimentaire. » Alors qu'elles y ont droit. Donc cette agence d'intermédiation, elle est utile. Mais par contre, pour toutes celles et tous ceux qui se sont séparés avant 2023, ça n'a pas réglé le sujet. Et puis on a découvert avec un peu de stupéfaction, je dois le dire, quand on a auditionné le directeur général de la CNAF, que cette agence d'intermédiation dont le point principal quand elle a été pensée était de faire baisser ce taux incroyable de pensions alimentaires non payées, dans la convention qui lie l'État à la CNAF, les objectifs de baisse des pensions alimentaires non versées est extrêmement minime. Du coup, on a souhaité inscrire dans notre rapport le fait qu'on voulait vraiment que la réduction des pensions alimentaires non payées soit un des objectifs prioritaires, parce que sinon, la solution, c'est le prélèvement à la source. Et ça marche. Au Québec, c'est le prélèvement à la source, et il y a 95% des pensions alimentaires qui sont payées. Donc il faut aller vers ça. Il faut en tout cas le garder en objectif si jamais il n'y a pas des objectifs plus ambitieux. Vous parliez de stigmatisation, Colombe Brossel et Cécile, vous montrez dans votre reportage que ces familles, elles se sentent stigmatisées. Oui, alors la stigmatisation, c'est lié quand même à un héritage. Avant, c'était mal vu d'être famille monoparentale parce que souvent, c'était parce qu'on était veuf ou parce qu'on avait eu un enfant hors mariage. Alors aujourd'hui, cette stigmatisation, comme vous l'avez dit, elle existe toujours, et notamment dans le discours politique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Oriane, après les émeutes de juillet dernier, de l'été dernier, Emmanuel Macron avait pointé du doigt ces familles. Alors elle, ce qu'elle demande, en plus donc, du soutien financier, c'est d'être reconnue. C'est un statut et c'est un changement de regard de la société. Je vous propose d'écouter Élodie, qu'on a également suivie dans le documentaire. Elle a fait une BD de sa vie de maman solo. La BD, elle est née parce que j'ai rencontré un couple d'amis qui m'a dit « Mais en fait, elle est super bien élevée, ta fille. Puis vous avez l'air bien, quoi, toutes les deux. » Bah oui, pourquoi ? Bah non, mais parce que nous, au début, quand tu nous as dit qu'elle n'avait pas de papa, on s'est dit « Oh là là !» Ce regard-là de la société, s'il est si complaisant et dur et machin, c'est aussi parce que c'est forcément qu'on a raté quelque chose. Moi, c'est parce que j'ai réussi quelque chose que je suis maman solo. J'ai réussi à faire naître. J'aimerais bien qu'on arrête d'associer les mamans solo à des victimes. Alors, vous proposez, pour un peu contre cette stigmatisation, de créer une carte de famille monoparentale, type carte de famille nombreuse. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors, la stigmatisation, je vous le disais, vraiment, ça nous a frappés. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on reconnaît les familles monoparentales ? Comment est-ce qu'on les reconnaît ? Comment on reconnaît ce statut de famille monoparentale ? Et comment on reconnaît le cumul des difficultés ? Et c'est à partir de ça qu'on a construit cette proposition, parce qu'elle a par ailleurs l'avantage de pouvoir être expérimentée facilement. C'est pas compliqué à mettre en œuvre. Et donc, en se disant, on va essayer de trouver un objet qui permette de répondre aux questions très concrètes qui nous ont été posées tout au long de nos auditions. Et du coup, cette carte, un peu à l'image de la carte famille nombreuse, elle permettrait de se voir adjoindre des droits ou des services. Des droits parce que, par exemple, on a été frappé d'avoir en audition des employeurs, des entreprises qui nous aiment. Écoutez, moi, je voudrais mettre en place dans mon entreprise un accord d'entreprise pour doubler le nombre de jours congés enfants malades pour mes salariés qui sont seuls avec leurs enfants. Parce que quand on est en couple, c'est 2 fois 3 jours, et quand on est tout seul, c'est 3 jours. Et les enfants, ils divisent pas par 2 le nombre de jours où ils sont malades. Mais j'ai besoin, pour cette avancée, pour mes salariés, d'avoir un cadre protecteur. Et de l'autre côté, on a eu des collectifs et des associations de parents solos qui nous ont dit, écoutez, nous, on a besoin d'avoir soit des accès privilégiés au mode de garde, principal frein à l'emploi pour les familles monoparentales, ou pour le logement social. Je dois quitter mon logement parce que je me sépare et je dois le faire vite parfois. J'ai besoin de pouvoir accéder
prioritairement au logement social, soit sur des sujets qui sont des sujets monétaires et financiers, et on revient à la précarité. On nous a beaucoup parlé de tarifs de mutuelle, par exemple, mais on nous a aussi parlé de tarifs pour les activités pour les enfants, avoir accès à des services, des offres privilégiées pour les activités sportives, culturelles, le centre de loisirs. Et finalement, cette carte famille monoparentale, elle pourrait assez facilement servir à adjoindre ces droits et services dans un cadre très simple et qui éviterait, c'est aussi pour ça qu'on souhaite expérimenter le côté parcours du combattant. Je reviens sur le premier extrait qu'on a vu de reportage avec Oriane qui est noyée sous les papiers et sous les factures. Bah, finalement, plutôt que d'aller reprouver à chaque administration, à chaque guichet, à chaque interlocuteur sa situation, on aurait cette carte qu'on demanderait si on en a envie. Après tout, on peut ne pas avoir envie de la demander et de faire valoir ce statut, mais une fois qu'on l'a, c'est plus simple, on la montre, et dans ce cas-là, on peut en effet bénéficier d'un certain nombre de droits et services. Vous avez remis votre rapport hier, qu'est-ce que vous attendez maintenant du gouvernement ? Alors, on va évidemment solliciter le gouvernement pour aller le présenter ce rapport. Et Dominique Vérien, la présidente de la délégation, a évidemment d'ores et déjà sollicité un rendez-vous pour qu'on puisse aller rendre nos travaux. Quand on a commencé ce travail au mois de décembre, on était vraiment frappés de voir à quel point les familles monoparentales, c'était l'angle mort des politiques publiques. Vous avez rappelé les discours stigmatisant, il n'y a pas d'autre mot, des présidents de la République et premiers ministres, et on avait vraiment l'impression que ce sujet n'intéressait personne. Là, on a une petite conjonction d'événements qui fait qu'on a rendu notre rapport et nos propositions. Il y a des députés qui, de la même façon transpartisane, sont en train de travailler sur le sujet. Le gouvernement qui a mandaté une députée, un sénateur pour travailler sur le sujet. Donc, peut-être que le sujet est en train de bouger. Donc nous, on va aller présenter, proposer notre rapport, évidemment, et puis surtout ne rien lâcher. Parce que là, on en parle, mais il faut surtout qu'il y ait des actes maintenant. On suivra tout ça avec vous et on va regarder le reportage de Cécile. C'est demain à 18h30, Parents Solo, des familles oubliées, à voir évidemment sur notre antenne et sur notre site internet. Merci beaucoup. Merci Cécile. Merci d'être venue. Merci. On continue, on parle un petit peu politique, on parle de la mairie de Paris, Colombes-Bruxelles évidemment. La droite parisienne qui, ça y est, s'est scindée en deux après le départ de Rachida Dati au gouvernement. C'est une bonne nouvelle pour vous ? Moi, je n'ai pas à commenter ce que font les élus de droite à Paris. Je peux constater, en effet, le fait qu'il y a maintenant deux groupes d'élus issus des Républicains. Et manifestement, l'entrée de Rachida Dati au gouvernement et ses démonstrations de joie et de soutien à Emmanuel Macron n'ont pas plu à tout le monde. Mais vous espérez que ça vous profite ou pas ? On est à 2 ans, plus de 2 ans de l'élection municipale. Honnêtement, tout ça... c'est de la politique, mais ça ne fait pas une élection municipale. Il y a un sondage, vous l'avez évidemment vu, qui a été publié dans la Tribune dimanche, qui donne Rachida Dati favorite de cette élection, loin devant Anne Hidalgo, aussi bien s'il y a une liste unie de la majorité présidentielle et des Républicains que s'il y a 2 listes séparées. Est-ce que ça vous inquiète quand même ? Alors, d'abord, il faut toujours garder son calme et se rappeler que 2 ans avant l'élection municipale de 2014, Nathalie Kosciusko-Morizet était en tête. Elle n'a pas été élue maire de Paris. 2 ans avant l'élection municipale de 2020, Benjamin Griveaux était en tête. Il n'a pas été élu maire de Paris. Une élection municipale... Il a dû se retirer aussi. Oui, par ailleurs. Mais tout ça, ça ne se fait pas dans les sondages 2 ans avant. Et il n'y a pas un sondage 2 ans avant qui a permis... je conseillerais même d'être un peu inquiet quand on est donné favori 2 ans avant dans un sondage municipal à Paris. Voilà, donc on garde son calme, on travaille. Dans quelques mois, on va accueillir le monde entier pour les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris. Ça va être l'occasion d'abord d'accélérer un certain nombre de transformations. On sera prêt parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, évidemment, et notamment sur les questions de sécurité, après ce qui s'est passé à Moscou et cette hausse. C'est absolument normal que les questions de sécurité elles soient centrales. Mais il y a un travail qui est mené depuis de nombreuses années dans un partenariat extrêmement fort avec le ministre de l'Intérieur et le préfet de police. Et donc, chaque sujet est examiné avec sérieux. Et voilà, il faut rester extrêmement concentré et travailler.
Je reviens au sondage. Est-ce que si le mode de changement de scrutin se met en place, ça pourrait changer la donne? Emmanuel Macron a dit qu'il voulait changer le scrutin à Paris, Lyon, Marseille pour que ce soit plus des élections d'arrondissement, mais ce soit une élection directe, une voix qui élit le maire. Est-ce que ça pourrait être une mauvaise nouvelle pour la gauche? D'abord, c'est assez inédit qu'un président de la République ait un avis sur un mode de scrutin à ce niveau de détail dans 3 villes. La dernière fois qu'il en a parlé, c'est pour dire qu'il fallait, je le cite, revenir au droit commun. Revenir au droit commun à Paris, c'est la fin des mairies d'arrondissement. Honnêtement, je pense que c'est un déni de démocratie. Et dans cette ville, il suffit de demander aux Parisiens, ils savent que la mairie d'arrondissement, les élus d'arrondissement, c'est le point d'entrée pour leur vie de citoyen. Et donc c'est un vrai déni de démocratie. Elle ne sera pas mise en place pour vous? J'en sais rien. Je ne suis pas membre du gouvernement ni député Renaissance et c'est manifestement là que ça se passe. Mais par contre, je me battrai vraiment contre la disparition des mairies d'arrondissement et des élus d'arrondissement. On a besoin de proximité et on a besoin de démocratie. Merci Colombe Brossel. Merci à vous. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Dans 20 minutes, dans le Club des Territoires, on parlera du dérapage, du déficit. Qui va payer? Ce sera le débat du club. D'abord, on accueille notre prochain invité, Benjamin Stora, nous rejoint.